Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle bibliose. Je suis Jean-Christophe Escher de Dijon. Je devais co-modérer cette session avec Emmanuel Berthelot, mais qui a eu un empêchement de dernière minute, donc elle vous demande de l'excuser. Et puis tout de suite, je vais donner la parole à Florian Zorès de Strasbourg, qui va nous présenter sa publication à commenter. Bonjour à tous. Oui, voilà. Alors, allons-y, c'est parti. Alors, on va essayer d'éviter d'être spammé par les réseaux sociaux. Donc, je vais vous parler d'une publication qui est parue l'année dernière pour parler de dépistage d'amylose chez les patients qui ont un syndrome du canal carpien bilatéral. Je vous ai mis le QR code de la publication. Si vous le scannez, vous tomberez directement sur la publication dans l'International Journal of Cardiology. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt sur ce sujet-là. Donc, la question en fait qui est soulevée par les auteurs, alors qui reprennent un papier, une cohorte qu'ils avaient utilisé pour faire une publication dans le JAMA, je crois, où en fait ils avaient envoyé à des personnes qui avaient un syndrome du canal carpien bilatéral opéré un courrier leur proposant de bénéficier d'un dépistage de la transthyrétine, et les patients bénéficiaient d'une écho, d'un ECG, d'une scintigraphie, je crois qu'il y avait une IRM aussi, enfin c'était un package assez complet. Et il souligne à raison que c'est un peu lourd à faire comme dépistage. On va difficilement pouvoir proposer ce genre de choses à tous les patients qui ont un canal carpien bilatéral opéré. Et donc la question est, est-ce que si on fait un simple, entre guillemets, dosage de troponine T et de NT-proBNP à ces patients, est-ce qu'on peut éventuellement screener plus facilement les patients avec une amylose cardiaque et faciliter la prise en charge? Donc, ils ont pris la cohorte dont je vous parlais. Ça fait environ 250 patients qui avaient répondu favorablement au courrier de dépistage. C'était de mémoire 30% à peu près de la cohorte initiale. Donc, tous ces patients-là avaient eu tout un bilan complet que je remets là. Donc, il y avait la scintigraphie, le CG, l'échographie, un bilan biologique. S'il y avait une suspicion d'amylose, le bilan était complété éventuellement par des examens complémentaires, voire une biopsie endomyocardique. Et ils ont regardé parmi les patients qui avaient un diagnostic posé d'amylose, quels sont ceux qui avaient une élévation de la troponine et ou du NT-proBNP en comparaison de ceux qui n'avaient pas d'amylose. Donc, je vous ai remis les valeurs qui ont été prises ici. Alors, c'est une troponine T, hein, donc toute la réflexion ici est basée sur ce kit de dosage-là. Il faudrait refaire des études avec d'autres kits de troponine et d'autres cutoffs s'il y a au besoin. J'y reviendrai. Donc, 250 patients, un âge médian de 70 ans. En moyenne, 9 ans après le dernier épisode de chirurgie du canal carpien, c'était entre 5 et 15 ans post-chirurgie, sachant que c'était rarement des chirurgies canal carpien concomitantes. Et c'est des patients, bon, en 70 ans, ils avaient 50% d'hypertension, 50% de diabète, dyslipidémie, un peu de maladie coronaire, bon, rien qui soit très anormal. Donc, dans cette cohorte de 250 patients, il y a environ 5% de la population qui a une amylose cardiaque, donc ça fait 12 patients. Vous voyez, ce n'est pas non plus une cohorte phénoménale en termes de population. C'est pas mal, mais bon, tirer des conclusions définitives sur ça, ce sera un peu difficile. Et dans 100% des amyloses étaient des amyloses à transthyrétine de type SORAGE. Donc, que donne le dosage de troponine T? Eh ben, 100% des patients qui ont une amylose cardiaque ont un taux significatif de troponine T. Parmi les patients qui n'ont pas d'amylose, un quart à peu près a une élévation de la troponine T avec une valeur médiane de 24. Mais si on prend l'ensemble de la population, ceux qui n'ont pas d'élévation et ceux qui ont une élévation supérieure à 13, la valeur médiane est en fait à 12. Hein. Donc vous voyez que, évidemment, puisque un quart a une élévation, ça fait une différence significative. Donc on a une sensibilité de 100%, c'est super, une spécificité de 75%, 74%, et une valeur prédictive négative d'un taux de troponine T inférieur à 13 de 100% pour exclure une amylose cardiaque chez les patients qui ont eu, dans les 10 ans précédents, une chirurgie de canal carpien bilatéral. Qu'en est-il du NT-proBNP?
Donc 91 des patients avaient, un taux de NT-proBNP supérieur, au cutoff défini par l'âge donc que je vous montrais avant, avec un taux médian de 591 et seulement 54 des patients qui n'avaient pas d'amylose cardiaque avaient une élévation du taux de NT-proBNP avec une médiane, cette fois-ci sur toute la population, à 110 nanogrammes par litre. Donc vous voyez qu'il y a, pour le coup, il y a bien une différence assez nette entre les deux populations, en sachant que chez les patients qui n'ont pas d'amylose cardiaque, il y a peut-être d'autres causes d'élévation du NT-proBNP par ailleurs. Donc là aussi, la différence entre les deux groupes est évidemment significative. On a une sensibilité qui est un petit peu moins bonne, mais peu s'en faut, que la troponine, une spécificité de 45% et une valeur prédictive négative qui est pas mal non plus, qui est de 95%, encore une fois, sur une population ayant un canal carpien opéré bilatéral dans les 10 ans précédents. Quel est le bénéfice de combiner les deux marqueurs? Donc, chez les patients qui ont à la fois une élévation de la troponine et une élévation du taux de NT-proBNP rapporté à leur âge, 91% des patients, pardon, 80% des patients avec une amylose ont une élévation des deux, je vais y arriver. La spécificité de l'élévation des deux marqueurs est de 84%, ce qui est pas mal. Et comme on est quand même d'abord sur un test de dépistage, et le but c'est quand même d'écarter les patients de la démarche diagnostique, on a une valeur prédictive négative de 99,5% en cas de dosage concomitant normal de troponine T et de NT-proBNP chez les patients qui ont eu une opération bilatérale des canaux carpiens dans les 10 ans précédents. Donc, ça peut permettre éventuellement de faciliter la prise en charge de ces patients si vous avez un petit peu d'anomalie sur l'échographie. Le papier ne donne pas les caractéristiques échographiques, par exemple, de ces patients. Ce n'était pas le sujet du papier, donc on n'a pas ces valeurs-là. Donc, je trouvais l'étude intéressante puisque moi, je suis cardiologue libéral, donc je fais au milieu des insuffisants cardiaques que je suis, il y a quand même de la cardiologie générale et des patients adressés pour une évaluation d'une dyspnée ou autre. Donc, c'est quelque chose que je trouvais pertinent et intéressant à poser comme dans le rôle des cardiologues libéraux. Donc, à ma connaissance, c'est la première étude qui analyse ce genre de choses-là pour essayer de discriminer facilement les patients avec un canal carpien et l'implication d'une amylose. C'est quelque chose qui est quand même relativement simple, puisqu'un dosage de troponine T et un dosage de NT-proBNP. Et donc, on pourrait très largement le déployer à grande échelle, non pas seulement dans les centres hospitaliers, mais dans toute la cardiologie de ville, voire la médecine de ville, même chez le généraliste. Alors, néanmoins, évidemment, on va pouvoir généraliser ça tout de suite. Les points intéressants, c'est que valeur prédictive négative de 100% dans cette population, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est un impact clinique d'emblée. On peut d'emblée appliquer ça en pratique quotidienne. Là où se posent des questions, c'est que, je vous ai dit, 12 patients avec une amylose cardiaque, population globale de 250 patients. Donc, c'est quand même, en termes de reproductibilité, il va falloir refaire ça avec des populations plus larges. Il n'y avait pas, dans ceux qui ont été identifiés, d'amylose AL. Donc, qu'en est-il des amyloses AL? L'étude ne fonctionne, enfin, en tout cas, n'est valable que pour la troponine T, question avec la troponine I ou d'autres marqueurs, d'autres troponines. Qu'en est-il des patients qui auraient une hypertrophie myocardique en plus des chirurgies de canal carpien bilatéral? On ne sait pas, puisque c'est des patients qui avaient juste un canal carpien. Donc, évidemment, avant de s'emballer et de faire une troponine et un BNP à tous nos patients qui ont été opérés des canaux carpiens dans les 10 ans avant, on va peut-être tirer le frein, stopper le train et attendre que d'autres études soient faites sur une population plus large et que cette étude soit reproduite et éventuellement validée, auquel cas, on serait bien content parce que ça va simplifier les choses. Enfin, pour les labos, la troponine en ville, ça va être compliqué, mais ça va vite nous poser des problèmes. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. J'arrête le partage pour qu'on puisse se voir et je suis prêt à répondre à vos questions, s'il y en a. Merci Florian, c'est effectivement une étude intéressante. Il y a une première question dans le chat de Thibaut Damy. D'ailleurs, je profite pour rappeler à tout le monde que vous pouvez poser les questions via le chat.
Et donc est-ce qu'il y avait que le canal carpien? Quid des autres atteintes? Canal lombaire, doigt ressaut, rupture de tendon long biceps, est-ce qu'on a ces Alors, données-là? je j'ai pas dans ce papier-là, si tu attends, je l'ai sous les yeux, si tu attends une seconde, je réponds parce que je l'ai peut-être dans mon sac et je l'ai plus en tête. Je vais aller voir sur la table 1. Non, il ne parlait pas des caractéristiques des patients et sur les autres atteintes. De tête, parce que je l'ai relu, j'avais lu il y a longtemps le papier Princeps dans le JAMA. C'était des patients qui avaient juste un canal carpien, parce que le but, c'était vraiment de savoir quelle était la valeur prédictive du canal carpien. Mais clairement, de toute façon, voilà, l'étude, s'il y a d'autres red flag, c'est pas parce que la troponine et le BNP sont normaux qu'il faut forcément arrêter le, le diagnostic, quoi. Et il y a une deuxième question, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le phénotype des patients diagnostiqués? Symptômes, échos, bonne Alors, stratigraphie? euh, en termes de scintigraphie, puisque je l'ai sous les yeux, donc c'était pour ce qui est des amyloses cardiaques, il y avait 10 en grade 3 de Perugini et puis 2 en grade 1-2. Et pour ceux qui n'avaient pas d'amylose, il y avait 233 qui étaient en grade 0 ou 1. Et puis, il y avait un grade 3 en Perugini qui finalement n'avait pas d'amylose, a priori. Donc, voilà Mmh. pour la scintille, ce que j'ai comme info. Et pour ce qui est des échos, les valeurs essentiellement différentes, bah, c'était qu'il y avait une masse indexée bien plus importante pour les amyloses cardiaques avec une masse à 157 grammes par mètre carré contre 90 pour ceux qui n'avaient pas d'amylose, une dilatation de l'oreillette gauche plus importante, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre autrement, et des troubles, une augmentation du rapport E sur E' qui était à 13 dans le groupe amylose contre 8 dans le groupe pas amylose. Si vous voulez d'autres choses, j'ai encore les trucs sous les yeux. Moi, j'ai une petite réflexion, c'est comme d'habitude, hein, ces études rétrospectives, Ouais. c'est intéressant et puis ça amène d'autres questions. Comme tu l'as dit, en fait, c'est quand même un très faible nombre, de patients, et puis, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a des délais, très variables, hein, par rapport à la dernière intervention de canal carpien, c'est entre 5 et 15 ans et on ne sait pas si, en fonction du délai par rapport à l'opération du canal carpien, il y avait des différences, Mm. de Ouais. sensibilité, spécificité, je Là, sais pas. ouais, là, ils l'ont pas fait parce que tu penses bien que saucissonner encore une population de 12 personnes en fonction du délai de chirurgie, là, on va. Voilà. Mmh. Donc, clairement, oui, en fonction du délai, les choses n'ont pas la même signification. Disons qu'un bilan normal à 15 ans n'est pas tout à fait pareil qu'un bilan normal à 5 ans. Mais bon, clairement, il va falloir attendre des choses plus robustes en termes de population, éventuellement du prospectif avec éventuellement comparant deux stratégies diagnostiques. Enfin bon, voilà, il y a encore du boulot sur ce sujet-là, mais au moins ça a le mérite de poser quelques questions, euh, voilà, sur des choses qui sont, enfin, en tout cas, moi en cardiologie de ville, les patients opérés d'un canal carpien bilatéral avec un ventricule gauche vaguement hypertrophique, on a un certain nombre, hein. Oui, mais c'est Oui, vrai j'avais. que, hem, il y a un petit truc qui m'a, interpellé dans le papier, c'est qu'il parle de enfin, c'est séduisant de se dire on peut diagnostiquer l'amylose à ils appellent ça early stage, mais Hmm, quand on regarde les échos, en fait, ouais, les épaisseurs septales, c'est en moyenne 16,5, 16,5 millimètres et ça va de hmm, 14,5 à 20 millimètres. En fait, tous ces patients ont des franches HVG, donc je ne sais pas si on peut parler de stage ouais, précoce, ouais. Alors, donc ça pose un a petit peu des priori, questions. ouais. C'est intéressant parce que, a priori, c'est des patients qui étaient en dehors du circuit cardiologique en tout cas, ou alors s'il y avait un suivi cardiologique, le diagnostic n'avait pas été fait, puisqu'il a été fait à ce moment-là. Donc, à mon avis, la question, elle est plus vraiment en pré-consultation de cardio, éventuellement. Est-ce que chez les patients qui ont une dyspnée et un canal carpien bilatéral opéré, est-ce que ça vaudrait le coup de faire troponine BNP pour orienter il y a plein de choses qui se posent comme question, mais au même titre qu'on Mmh, ouais. s'interroge en ce moment sur le BNP systématique en screening, par exemple, au GIC, hein, par exemple. Tu vois. Mmh. Oui, puis la dernière question que ça pose, c'est qu'en fait, la valeur prédictive négative est excellente, mais c'est Mm. à un temps T. Et Mm. donc, qu'est-ce qu'on fait si c'est négatif? Ça veut dire qu'on en reste là ou voilà, c'est aussi une question, C'est ça, un il petit faudrait, peu
faudrait qu'il y ait un suivi de cette population et qu'on voit si dans 5 ans, ceux qui étaient effectivement négatifs n'ont pas sorti quelque chose, en tout cas pas sorti une amylose. Mais Mmh. ça pose des questions. C'est ce qu'on fait chez nous pour les biopsies positives à transthyrétine prouvées hein, de canal Ouais, carpien. Et donc, on suit prospectivement les biomarqueurs tous les ans. Et en tout cas, ce qu'on a comme données préliminaires, c'est que pas, attendre que je pense pas que la troponine ait effectivement en réalité une valeur prédictive négative de 100%. Nous, on a mm, deux cas d'amylose diagnostiquée avec localisation cardiaque, transthyrétine dans le canal carpien et avec tropo et BNP normaux. mm, Donc, ça reste, enfin, il va falloir des séries prospectives pour ouais. pouvoir. Ouais, euh, clairement. mais c'est vrai qu'il y avait, ça Vous, confirme c'est quand le. même déprimant, quoi. Et ouais, mais ceci dit, c'est quand même bien pratique ces biomarqueurs parce que maintenant que les rhumatologues, grâce à Ripoff, grâce à l'algorithme qui a été proposé par Mondor de Ripoff, les rhumatologues sont bien au fait maintenant de la à transthyrétine. Donc, ils nous envoient des patients qui ont des canaux lombaires étroits, des calcarpiens, etc. Et moi, j'utilise beaucoup la troponine et le BNP en ville. Il faut bien marquer ne pas téléphoner résultat, Ouais. etc. Mais ça se passe bien. Maintenant, les labos sont au courant. Et ça permet de savoir s'il faut voir le patient rapidement ou pas. Moi, j'utilise ça aussi dans ce cadre-là.